Au Togo, bras de fer entre le gouvernement et l'opposition. Les forces de sécurité ont dispersé ce week-end à Lomé des manifestants qui ont tenté de marcher sur l'Assemblée nationale. L'armée soudanaise accusée de viol collectif dans le Darfour, le gouvernement soudanais a dépêché des émissaires dans la région pour un constat. Au Kenya, 28 personnes ont été tuées dans le nord-est du pays, près de la frontière somalienne. Elles ont été froidement abattues par des islamistes somaliens Shebab. Lundi 24 novembre 2014, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur SICA. Nous ouvrons ce journal par le Burkina Faso. Le nouveau gouvernement de transition a été rendu public ce dimanche soir après plusieurs jours d'intenses tractations. Le lieutenant-colonel Isaac Zida accumulera le poste de Premier ministre avec celui de ministre de la Défense, tandis que le président de la transition, Michel Kafando, occupera également le poste de ministre des Affaires étrangères. 4 militaires, y compris Isaac Zida, figurent au nombre des membres de ce gouvernement. Les 2 postes clés de la défense et de l'intérieur reviennent à des militaires. Le colonel du moins Auguste Denibari, l'un des plus proches collaborateurs de Zida, a été nommé ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Outre Kafando et Zida, le gouvernement de transition comporte 24 ministres et 2 ministres délégués. Le secrétaire général du gouvernement, Alain Seri Ouattara, a également rang de ministre. Joséphine Ouedraogo, candidate malheureuse au poste de président de la transition, a été nommée à la justice, tandis que Augustin Loada, figure éminente de la société civile, est chargé de la fonction publique. Nous restons toujours au Burkina Faso pour vous parler à présent du mouvement Balai Citoyen. Leur logo, un point fermé sur un balai, était omniprésent dans les manifestations contre Blaise Compaoré. Après la chute de l'ancien président et la mise en place des dirigeants de la transition, le mouvement Balai Citoyen reste néanmoins vigilant au Burkina Faso, même si leur statut ne leur permet pas de participer à la gestion de la chose publique. Les leaders du groupe mettent en garde contre toute déviation. Reportage. À l'origine du collectif, un reggaeman à succès, Karim Sama, son nom de scène, Sams Ledja, et un pionnier du rap burkinabé, Serge Bambara Dismoki, tous de 43 ans, tirent à boulet rouge sur l'ex-chef de l'État. Le Balai Citoyen, créé fin juin 2013, naît d'une frustration face à l'immobilisme des opposants traditionnels à Blaise Compaoré. Dans un pays très jeune où 60% de la population a moins de 25 ans, l'impact individuel des musiciens sur Balai Citoyen sert leur cause commune. On prend juste le pouvoir, repartir à zéro. Pour un temps, on va y croire, pour une fois que l'espoir est venu des sans-espoir. Le balai a pour symbolique la propreté, le nettoyage. Et que lorsque vous prenez par exemple un brin de balai tout seul, ça ne peut pas déplacer grand-chose, mais mis ensemble, on déplace véritablement de la vraie pourriture. Le 31 octobre, quelques heures avant la démission de Blaise Compaoré, ses leaders, portés par la foule, rencontrent l'armée à qui ils ont demandé de se mettre au service du peuple et de chasser l'ex-président. Le lendemain, des cadres du Balai Citoyen ont été les premiers à scander le nom du lieutenant-colonel Isaac Zida, alors que ce dernier n'avait pas encore déclaré son appétit pour le pouvoir. Mais si les membres du Balai Citoyen ont participé aux négociations entre armée et civile pour que les militaires abandonnent le pouvoir, les statuts du mouvement leur interdisent de s'investir davantage. Cette ligne censée éviter les compromissions conduira le collectif à laisser la transition aux mains des opposants traditionnels qu'ils critiquent justement pour leur compromission. Mais avertissent-ils, les nouveaux dirigeants seront face à un nouveau peuple qui sait qu'on peut faire chuter un régime avec de la détermination. Je souhaite vraiment pour mon pays un retour à une démocratie normale, transparente, participative, etc., le plus vite possible, et que chaque citoyen burkinabé puisse enfin se dire, se sentir cette fierté-là d'appartenir à ce pays. On passe l'attaque à de l'électricité, de la rage, la détermination en clair se lit sur tous les visages. C'est à ce moment-là seulement qu'une barrière est défoncée au cri de balayer tous ces ennemis de la liberté.
Le Togo à présent, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène en fin de semaine écoulée à Lomé. C'était pour disperser des milliers de militants de l'opposition qui ont tenté de marcher sur l'Assemblée nationale. Ils protestaient contre toute velléité de maintien du chef de l'État togolais au pouvoir pour un troisième mandat. Dans le même temps, des milliers de militants et sympathisants du parti au pouvoir ont également marché dans le calme pour exprimer leur soutien au chef du gouvernement au lendemain des manifestations ayant fait quelques dégâts matériels et des blessés à Lomé. Le président Faure Gnassingbé a rencontré le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, mais les discussions n'ont pas abouti à un consensus entre les deux hommes. La question d'une réforme constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels n'est toujours pas tranchée. Jean-Pierre Fabre appelle ses partisans à manifester à nouveau samedi prochain dans la capitale Lomé. Nous allons à présent au Soudan. L'armée nie toute implication dans un viol collectif dont elle est accusée dans le Darfour, mais au regard de la persistance des accusations, le gouvernement soudanais a dépêché des émissaires dans la région. Rappelons que l'information a été révélée par un site d'information le 31 octobre dernier qui avait rapporté que des soldats soudanais s'étaient rendus dans la ville de Tabit suite à la disparition de l'un des leurs et y avaient violé 200 femmes. Un reportage. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a convié la mission conjointe ONU-Union africaine de préparer sa stratégie de retrait. La mission censée empêcher les combats et protéger les civils dans le Darfour est au cœur d'une polémique. Celle ayant trait aux accusations de viol massif dans un village du Darfour Sud porté contre l'armée soudanaise. À en croire Khartoum, les enquêtes sur les viols présumés à Tabi au sud du Soudan que l'ONU veut mener ont pour objectif d'humilier le Soudan. Si l'on s'en tient à un rapport confidentiel de la MINUAD, l'armée se serait livrée à des intimidations dans le village. Mais avant, le 4 novembre, la mission conjointe MINUAD n'avait pas été autorisée à entrer dans ce village. Retournée 5 jours plus tard, plus aucune preuve de viol collectif ne s'y trouvait. Khartoum a refusé les demandes de la MINUAD de retourner sur les lieux pour poursuivre son enquête. Notons que la mission de la La Tunisie à présent, l'équipe de campagne du président Moncef Marzouki a estimé que ce dernier était au coude à coude avec le favori de la présidentielle de dimanche, Béji Caïb Essebsi, et qu'un deuxième tour devrait les départager. Un peu plus tôt, le camp d'Essebsi avait revendiqué une large avance, estimant même ne pas être loin d'une victoire dès le premier tour. Le porte-parole de Marzouki a dit craindre des fraudes en faveur de Caïb Essebsi et a appelé les observateurs électoraux à la vigilance. Il a aussi balayé des résultats de sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, plaçant le chef de Nida Tounes largement en tête avec 42 à 47% face à Moncef Marzouki qui pourrait avoir entre 26 et 32% des voix. Le Kenya, à présent, est endeuillé par l'exécution de 28 de ses citoyens dans le nord-est du pays, près de la frontière somalienne. Passagers à bord d'un bus, ils ont été froidement abattus par des islamistes somaliens Shebab, un crime crapuleux commis en représailles à la fermeture de certaines mosquées radicales considérées par Nairobi comme liées aux insurgés islamistes. Reportage. Ce sont là les corps des 28 passagers kenyans exécutés par des islamistes somaliens Shebab après avoir tendu une embuscade au bus qui les transportait vers Nairobi avec 32 autres passagers. Si ceux-ci ont eu la vie sauve, les autres ont péri simplement du fait de leur appartenance religieuse. Ils sont tous des chrétiens. L'attaque des assaillants serait consécutive à une série de raids de la police contre 4 mosquées radicales désormais fermées aux fidèles. Durement affectés par le meurtre, les autorités kenyanes n'entendent toutefois pas baisser les bras. Je peux vous assurer que toutes les personnes responsables de la perte de vie des Kenyans, nous les suivrons où qu'ils aillent, où qu'ils soient en Kenya ou en Somalie, nous irons après eux. Parce qu'en tant que nation, nous devons dire assez, c'est assez. Nous ne voulons plus continuer à perdre de vie. Ce matin, j'ai parlé avec le président et j'ai ordonné aux services de renseignement et de sécurité nationale, à la police et à l'armée de suivre ceux qui ont tué les Kenyans jusqu'à ce qu'ils soient trouvés dans n'importe quel trou où ils se cachent. Depuis que son armée est entrée dans le sud somalien en octobre 2011 pour y combattre les islamistes, le Kenya
a été le théâtre de nombreuses attaques attribuées au Shabab. Sont particulièrement touchées les régions frontalières avec la Somalie. Direction le Maroc à présent, je vous propose d'aller à la découverte de Mokhtar Touré, ce réfugié ivoirien qui tient une petite boutique spécialisée dans la réparation du matériel ménager. Cela se situe dans une ruelle du quartier populaire de Rabat. Régularisé l'an dernier, il entrevoit désormais un avenir dans le royaume malgré les difficultés. Reportage. Mokhtar est arrivé il y a 9 ans au Maroc. Il n'a été régularisé que l'année dernière, après des années d'attente et d'illégalité. Et dans ce quartier populaire de Rabat, il a pu ouvrir une petite boutique de réparation d'appareils ménagers. Une activité qui lui permet de petit à petit s'intégrer dans la société marocaine. Ça fait 4 mois que j'ai mon local. Bon, je peux dire que pour le moment c'est acceptable puisque au moins j'arrive à payer le local et je paye ma maison. Et même si j'ai pas d'économie, je me dis bon, c'est le début. Avec le temps, les gens ils vont me connaître mieux. Le Maroc ne devrait être qu'une étape pour ces migrants qui visent l'Europe. Mais face au durcissement des règles migratoires, il devient de plus en plus une terre d'accueil. 30 000 migrants se trouveraient aujourd'hui sur son sol. Et face aux critiques des ONG sur le traitement des réfugiés, les autorités marocaines ont lancé cette année un vaste plan de régularisation. Qu'un pays du Sud entame cette opération, pour moi déjà c'est un motif de satisfaction. Alors maintenant c'est que le début, parce que c'est pas parce qu'on a des papiers que le processus d'insertion dans une société est réglé d'un coup de baguette magique. Serge Gnako est arrivé il y a 5 ans. Cet universitaire ivoirien, père d'un bébé d'1 mois, vit aujourd'hui en donnant des cours de français. Et pour lui, la situation a changé depuis ses premiers pas dans le royaume. Au départ, c'était difficile pour un migrant d'aller se faire soigner. C'était très difficile. C'était difficile aussi pour des enfants des migrants de s'inscrire dans des écoles. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un changement. L'obtention de la carte de séjour ne signifie pourtant pas que l'intégration sera facile, ni que ces réfugiés abandonneront toute idée de rejoindre l'Europe. Dans un pays où l'économie tourne au ralenti et où le chômage des jeunes frôle les 30%. Direction le Tchad pour le proverbe africain avant de boucler cette édition. Le proverbe africain du jour de ce 24 novembre dit « Celui qui peut mettre un œuf dans une bouteille peut aussi l'en retirer. » Celui qui peut mettre un œuf dans une bouteille peut aussi l'en retirer. Autrement dit, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Sika. Le programme se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.